Donc maintenant, on va passer à l'autre partie de la table ronde pour le secteur adulte. Alors, on accueille l'association EVA qui va nous présenter l'équipe mobile d'appui. Donc, il y a beaucoup de monde. Madame Boukerissa, Madame Borgia, Madame Dareux et Madame Béziot et Madame Picard. Nous vous attendons, s'il vous plaît, pour nous présenter ce dispositif. Bonjour à tous. Laura Macret, chef de service chez EVA, sur le secteur ambulatoire, des services qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes porteuses de TSA. Ici, sur le programme, on parlait spécialement effectivement de l'EMA-TSA, mais il y a plusieurs services représentés ici. Je vais laisser les collègues se présenter. L'idée, c'était de présenter à travers une situation la collaboration entre tous ces services pour accompagner au mieux une personne, non, une famille plutôt. Madame Boukerissa présente ici son fils. Il y a eu tout un travail autour de cette situation sur plusieurs années et l'idée c'était de pouvoir en témoigner. Je vais laisser les collègues se présenter. Borgia Maïka, éducatrice au sein de l'EMA-TSA. Mireille Dareux, éducatrice au SAMSA DVA. Madame Boukerissa, la maman d'Abdellah Boukerissa. Léa Béziot, psychologue au PCPE. Donc, moi, je suis monsieur Benamara Yassine, je suis chef de service à l'Olivet et je remplace Marie Picard qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. On va y arriver. Très rapidement, mais elle se présentera bien mieux que je vais le faire. Donc, Madame Boukerissa nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. On va parler de sa situation. Madame est porteuse d'un TSA, son fils aussi. Elle est maman de 2 enfants. On est entré dans cet accompagnement il y a plusieurs années parce que c'est une situation qui était dite complexe sur le territoire. On travaille de manière très rapprochée avec la MDPH sur cette situation comme sur beaucoup d'autres. Et l'idée, à travers cette vignette aujourd'hui, c'était de parler surtout de la transition vers le secteur adulte pour son fils, d'un travail de trajectoire et de comment on oriente qui, à quel moment et comment on met les bons moyens aux bons endroits. On a tenté de le faire ensemble et ça n'a pas été de tout repos. Enfin, c'est un gros travail de s'articuler, même quand c'est interasso. Mais c'était très intéressant. Donc voilà, vous poserez vos questions ensuite. Je vais laisser la parole d'abord au PCPE. Alors, on va faire des vignettes un petit peu. Chaque professionnel va expliquer un petit peu le travail du service assez rapidement pour que ce soit pas soporifique pour vous parce qu'on est beaucoup. Vous poserez vos questions ensuite, n'hésitez pas. Et donc, je passe d'abord la parole au PCPE. Alors, pour expliquer rapidement ce que c'est que le PCPE, c'est donc un pôle de prestations externalisé, pôle de prestations et de compétences externalisées d'ailleurs. Et on accompagne les personnes en situation de handicap complexe sans solution dans le Val d'Oise et leurs familles. Donc, on commence toujours par une évaluation en faisant des visites à domicile pour essayer de voir un petit peu quels sont les besoins, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau psychologique. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on met en place des prestations. Donc nous, on est 100% en ambulatoire, on a un bureau, mais on ne fait pas de prise en charge au bureau. Donc on se déplace chez les familles et on met en place les prestations. Donc ça peut être par exemple de la guidance parentale. On va évaluer un petit peu quelles vont être les problématiques à la maison, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau de la santé, etc. On va coordonner aussi beaucoup les parcours. Donc, par exemple, dans le cas d'Abdellah, ça va être un travail avec... Vous avez mis aussi des séjours adaptés pour Abdellah de répit. Des séjours, heureusement qu'elle m'aide. Oui, c'est vrai, mais vous allez parler mieux que moi après. Donc oui, on a mis en place des répits pour justement essayer de permettre à Madame Boukerissa de souffler un petit peu parce que la situation était compliquée à domicile. On a essayé de chercher une place dans un établissement spécialisé pour Abdellah. J'ai oublié plein de trucs, mais vous poserez des questions. Alors, le SAMSA, on accompagne Madame Boukerissa depuis novembre 2003 dans son parcours médical et
tout au long de cette année. Donc, ça nous a permis de pouvoir l'orienter vers des différents spécialistes pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Sa priorité, c'était d'abord Abdella, et on va pouvoir accompagner Madame Boukirassa plus dans ses projets, oui, plus travailler sur son projet professionnel par la suite, étant donné que Abdella est enfin pris en charge, orienté au foyer de l'Olivier. Voilà. Donc, du coup, nous, au sein de l'EMATS, on a pris Abdella, on a commencé l'accompagnement d'Abdella en allant l'observer sur l'IME où il était accueilli. Donc, du coup, on a travaillé en collaboration avec l'IME, puis après avec Madame Boukirissa, où nous avons fait des inclusions progressives pour Abdella au sein du foyer de l'Olivet, parce que l'objectif était de l'inclure, de l'admettre au sein du foyer. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Et puis, du coup, nous y sommes. Même intervenir à la maison. Oui. Matin, Aussi. pour là pour la douche, tout ça. Voilà. Ben, je passe le micro à Mme Boukirissa qui vous expliquera beaucoup mieux. Non. Donc déjà, nous, on a pu accueillir Abdella grâce aux nouvelles dispositions, aux allègements, comme on a pu voir ce matin. La place d'Abdella a été réservée, si je peux le dire, depuis 1 an. Du coup, il y a eu tout ce travail, je vais dire, un peu préparatoire avec l'EMA, qui ont pu faire des immersions au sein de l'IME, au sein du domicile. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'était une réunion avec les pros de l'hébergement, de préparer la venue d'Abdella. Donc, grâce au soutien de l'EMA, les pros, plusieurs fois, sont venus pour pouvoir se dire comment il fallait le prendre en charge, les différentes spécificités. Ça a été très important. Ça aussi, c'est un travail aussi grâce à notre direction, parce qu'on a le même directeur, donc ça a pu être impulsé. Donc ça aussi, ça a été très facilitant pour nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abdella, ça s'est fait vraiment très, très, très progressivement, j'ai envie de dire. Ça a été au début un repas. Il venait pendant des semaines et des semaines seulement au repas. Après, ça a été une activité. On a essayé de l'inclure dans des activités, voir comment il se comportait avec le groupe, avec les pros, le temps qu'il s'habitue. Après, ça a été une nuit. Il y a eu un petit problème au mois d'août qui a fait qu'on a dû l'accueillir en urgence. Ça s'est très, très bien passé. Vraiment top. Le travail avec la famille aussi a été super. Madame Boukirissa, très disponible. Quand on lui demandait des questions, on fait une grille j'aime pas, pour savoir comment le résident se comporte. Je sais pas, quand il est fâché, quand il est heureux. Voilà, toute cette connaissance-là d'Abdella, on a pu le faire aussi avec la maman. C'est normal. On a pu s'adapter aussi grâce à ça. Et du coup, on a vu que ça s'est très bien passé. Du coup, on a capitalisé sur ça. Abdella devait être accueilli définitivement en décembre. Et finalement, vu qu'on a vu que ça se passait bien, on s'est dit pourquoi pas. Voilà. Il devait intégrer le 19 décembre avec une nuit, après 2 nuits, après une semaine. Mais du coup, on s'est dit que voilà, ça se passe bien. Donc on a capitalisé là-dessus. Et on s'est dit on y va. Après, oui, il y a des moments où c'est compliqué, où voilà, on essaye de gérer, on s'adapte. Mais c'est une belle expérience, je trouve, qu'Abdella puisse intégrer. Et vraiment, c'est ce travail-là, vraiment, avec les différents dispositifs qui a pu être efficient pour l'accueil d'Abdella. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Madame Béziot, merci déjà parce que vous me suivez moi et mon fils depuis pas mal d'années quand même. Vous avez connu Abdella tout petit, il avait 8-9 ans. Par-delà, vous avez su m'écouter, voir les difficultés. Il a commencé à faire des séjours de répit, ce qui m'a permis de me soigner. Par la suite, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous et monsieur Anne Turner. Je ne sais pas s'il est là. Si, il est là. Merci aussi. Et merci aussi au SAMSA. Ça fait 3 ans que vous me suivez.
Bon, c'est pas terminé vu que maintenant Abdella va intégrer le FAM. Donc, je vais pouvoir me consacrer à moi sur ma vie professionnelle, etc., etc. Et merci à Maïka aussi de m'avoir soutenu. Hein. Vous êtes un amour. Quand j'avais besoin de vous, je vous appelais, bah, vous me répondiez. Et merci aussi à Madame Macré. De rien. Merci. Merci Quoi à dire de vous. plus. Et merci à Yacine aussi m'avoir écouté lors de mon accident. Sans vous, je sais pas comment j'aurais fait avec Abdella. Oui, j'ai eu un accident pendant les vacances au mois d'août et il y avait personne pour prendre Abdella et Yacine a été présent. Ils ont trouvé une solution pour lui. Il a été hébergé une semaine. J'ai eu un accident de la route. Tout va bien. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter de plus. Voilà, elle a tout dit. L'idée, c'est que sur plusieurs mois, plusieurs années, ça s'est construit. Les enjeux, c'était vraiment qu'on réussisse à se coordonner tous. Ça n'a pas toujours été... on n'avait pas forcément le même rythme ou la même vision des choses à certains moments. Il a fallu se parler. Il a fallu avoir un rétro-planning qui correspond à tout le monde, en priorité à la famille, mais aussi au rythme des différentes institutions. L'équipe mobile, c'est aussi principalement ça. Là, l'idée, c'est de réussir à faire le lien. L'équipe mobile, c'est un nouveau service. Hein. Donc, elle apprend aussi, on apprend à comment travailler avec les uns et les autres, comment réussir à faire la jonction entre le milieu enfant et le milieu adulte, qui, clairement, quand on a bossé des deux côtés, n'a pas la même réalité. Et c'était intéressant de réussir à essayer de construire quelque chose de pertinent dans la mesure du possible pour les deux secteurs, que ça mette à mal le moins possible les deux équipes, la famille. Donc bon, il y a eu plusieurs étapes, mais je trouve ça plutôt cool là d'être là aujourd'hui et d'avoir réussi. Donc je vois pas ce que je peux rajouter de plus. S'il y a des questions. Ou après, c'est peut-être après les questions. Normalement, c'est après. Ok, mais ok. attendez, vous avez terminé là? Oui. Ok. On a rattrapé C'est le bien. temps, peut-être. On a rattrapé le retard Rien du grâce tout. à vous. Mais, merci beaucoup. Alors, j'ai quand même une petite remarque à faire. Madame, vous avez vous-même un diagnostic d'autisme. Ok. Je vous dis ça parce que je voulais être sûr. J'ai une anecdote. J'ai plus de pile dans mes appareils auditifs, c'est pour ça que je coupe court. D'accord. J'entends, ça fait clic, 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 je vous assure. Ça y est, je suis obligée de changer les Bon. piles de mon appareil auditif. Parce que vous avez l'air très bien accompagné. Par contre, il faut quand même qu'on vous change les piles de votre appareil. Merci en tout cas pour ce bel exemple de collaboration entre famille et professionnels. Ce que je voulais vous dire, c'est vous partager une anecdote professionnelle. Donc moi, j'ai une patiente autiste qui est devenue père aidante. Lorsqu'elle a eu son diagnostic d'autisme, elle a été dépistée à l'âge de 40 ans. Elle a complètement changé de vie professionnelle. Elle est père aidante dans au CHS de Savoie et elle a co-construit un programme d'accompagnement de parents d'enfants autistes qui sont eux-mêmes autistes. C'est le programme Soupape. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Non. Oui, je dis qu'il y a d'autres parents. Moi, je suis autiste et j'aide des parents d'enfants autistes. Hein. Oui, alors vous avez un rôle de père aidante. C'est vrai, je les aide dans leur démarche administrative, je les aide dans pas mal de choses. Vous savez que vous pouvez vous professionnaliser maintenant pour ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous pouvez vous professionnaliser pour ça. Oui, je sais. Je suis sur la bonne voie avec Mireille Daru. Génial. Génial. Et vous connaissiez ce programme Soupape? Ah ok, bon, je vous apprends rien quoi. J'ai un bac pro sciences médico-sociales, monsieur. Et un 2 AVS aussi. Donc, personnes âgées, personnes handicapées, je suis baignée dedans. J'ai un frère aussi handicapé sur malentendant. Donc, je suis baignée dedans. Moi-même, je suis baignée dedans. D'accord. Merci, madame. Ok. Bon, on prendra les questions, on va respecter le programme, on prendra les questions après et on va accueillir. Merci beaucoup. Et je vais demander à Alice Buridan, comme ça qu'on prononce votre nom de famille, et Laetitia Touénon,
de la paix d'espoir, s'il vous plaît, de venir nous voir, pour un regard croisé sur le parcours d'un adulte autiste. La paix d'espoir encore. Voilà. Cette association est partout. La parole est à vous. Bonjour, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Alice Buridan, je suis conseillère technique sur l'équipe mobile EMA-SBS au sein de la paix d'espoir. Conseillère technique, mais de formation initiale psychomotricienne. Et donc, je vais laisser ma collègue se présenter, mais je préférais quand même préciser qu'en fait, cette communication, on l'a fait en fait en inter-association, puisqu'en fait, ma collègue est de l'association de l'ADAPT. Et donc, on est intervenu dans un des établissements de l'ADAPT dans le cadre de nos missions de l'EMA-SBS. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Laetitia Touénon, je suis la CESF de l'ESAT de Soisy-son-Montmorency, donc de l'association l'ADAPT. Donc j'accompagne les personnes en situation de handicap dans leur démarche administrative. Et aujourd'hui, on souhaitait vous présenter en fait une intervention sur laquelle on a toutes deux travaillé durant un peu plus d'1 an. Donc c'est l'accompagnement d'un adulte ayant un trouble du spectre de l'autisme qui est accueilli à l'ESAT de Soisy-sous-Montmorency. Alors du coup, je vais vous faire une présentation de l'ESAT de Soisy-sous-Montmorency. Donc il a été créé en 1974. Il accueille 120 travailleurs en situation de handicap. Donc le type de public que nous accueillons, ce sont des personnes en déficience intellectuelle et aussi souffrant de troubles psychiques. Donc ils sont chacun affiliés à un atelier. Donc les différents ateliers sont les suivants. Donc on a l'atelier entretien des locaux, l'atelier de blanchisserie, les espaces verts et l'atelier de conditionnement. Et donc dans l'atelier de conditionnement, donc on a 4 ateliers de conditionnement, dont un qui est l'atelier de transition. Du coup, qui est un atelier de conditionnement qui accueille les personnes fatigables et en perte d'autonomie. Donc, du coup, en fait, il permet un rythme plus adapté. Et au sein de cet atelier-là, il y a des moments de pause, de répit. On peut faire aussi de la relaxation parce que ce sont des personnes qui ont un rythme d'exécution plus lent. Donc, voilà. Quant à l'équipe mobile d'appui à la santé aux besoins spécifiques, donc c'est une équipe qui a été créée en 2023. Ce matin, on nous a parlé aussi d'un appel à manifestation d'intérêt. C'est dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt que l'équipe mobile a été créée. Alors, il y a 2 missions principales. Une mission d'appui à la santé et une mission d'appui aux besoins spécifiques. Dans le cadre de la situation que nous vous présentons maintenant, c'est le cadre d'appui en fait aux besoins spécifiques. Donc c'est un appui qui se fait dans les établissements d'accueil non médicalisés auprès des professionnels. Donc même si au niveau statutaire, on a un statut de SAMSA, on a bien un fonctionnement qui est un peu particulier puisqu'on intervient auprès des équipes. On ne va jamais faire de prise en charge directe. Donc moi, malgré par exemple ma formation de psychomotricienne, je ne vais pas faire de séance de psychomotricité. Mais on va vraiment essayer d'intervenir auprès des professionnels pour aussi que notre intervention elle puisse perdurer quelque part au-delà de notre durée d'intervention, qui est de 6 mois renouvelable. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des interventions qui durent 1 an. On est interpellé pour des situations complexes. Donc la complexité, elle est définie quelque part par les établissements qui nous interpellent. C'est lorsque ces établissements, eux, ils rencontrent des difficultés, qu'ils ont l'impression que leurs ressources aussi internes sont épuisées, qui peuvent nous interpeller. Et l'objectif, bien, c'est de prévenir en fait les ruptures de parcours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une des solutions qui peut être une réorientation, mais vraiment, on essaye de voir déjà quelles sont les ressources disponibles au sein de l'établissement. Nous, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aussi penser à toutes les possibilités. Et c'est vrai qu'on est interpellé de plus en plus par des ESAT, parce qu'il y a une des sources de complexité, c'est l'adaptation de l'accompagnement des ESAT au profil donc, de jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme, dont certains viennent tout juste de sortir de l'IME, et pour qui il faut adapter certaines pratiques dans des ESAT qui, au préalable, étaient plutôt orientés vers des profils déficience intellectuelle ou troubles psychiques. Donc, du coup, maintenant, on va vous présenter la situation de Monsieur A, qui a 29 ans. Donc, il est accueilli à l'ESAT de Soisy depuis 2017.
Donc, quand il a été accueilli, il vivait au domicile familial. Puis, depuis 2021, il vit au foyer d'hébergement. Alors, on estimait que c'était un profil TSA, mais en fait, il n'y avait pas de diagnostic. C'est simplement ces comportements qui ont fait que pour nous, c'est un profil TSA. Il travaille en atelier de conditionnement. Donc, il travaille très bien en atelier de conditionnement. Néanmoins, 1 an avant de faire la fiche de saisine pour contacter du coup les MASBS, en fait, on a remarqué qu'il faisait différentes crises. Donc, les crises, elles se caractérisaient par le fait que, en fait, en plein travail, il se mettait à courir brusquement, à se laisser tomber au sol. Il serrait les poignets de ses collègues ou alors des moniteurs, des encadrants. Il lui est déjà arrivé aussi à mordre une professionnelle. Et tous ces comportements, problèmes-là, en fait, on ne savait pas pourquoi il faisait ces crises-là. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a rédigé une fiche de saisine pour, contacter les MASBS pour savoir justement pourquoi il faisait ces crises-là. Parce qu'en fait, on avait un risque de rupture par rapport à ces comportements, problèmes-là. Et ce qui est important aussi, c'est de bien noter en fait que les comportements définis comme problèmes, ils vont bien l'être par rapport à un environnement. Et donc là, c'est vrai que la complexité au sein de l'ESAT d'accompagnement par rapport à ces comportements-là, c'est bien aussi parce qu'on est dans un environnement de travail et c'est vrai que du coup, l'accompagnement ne va pas se faire de la même façon que dans un autre type d'établissement et ou sur d'autres types de problématiques. Et donc, c'est vrai que nous, le moyen en fait de nous interpeller, c'est par le biais d'une fiche de saisine. Et dans cette fiche de saisine, on demande les attentes finalement de l'établissement. Là, c'est vrai que Laetitia a pu expliquer quelles étaient les attentes en fait des professionnels lors de cette saisine. Et donc, ce qui avait été formulé, c'est qu'il y avait un besoin de connaître les raisons, les causes des crises comportementales, mais un besoin de savoir aussi comment agir face aux crises en tant que professionnel. Ce qui était intéressant, c'est que ce manque de compréhension et ce besoin de compréhension, finalement, cette attente qui était formulée, eh bien, nous, ça nous laissait penser aussi que l'environnement avait envie de s'adapter, en fait, et de pouvoir évoluer aussi, ce qui est plutôt un facteur positif, parce qu'on sait que dans le cas des comportements problèmes, l'environnement va aussi influencer sur les comportements. Donc, je vais vous présenter brièvement là le processus parce qu'en fait, les différentes étapes après vont être reprises lors de cette présentation pour un peu à chaque fois vous en présenter le principe d'intervention et puis ma collègue fera un retour aussi sur ce que ça a pu apporter au sein de l'ESAT dans le cadre de cette situation. Donc, globalement, nous, lorsqu'on intervient, on commence par un temps d'observation. Alors, je dis on, en fait, au sein de l'équipe mobile, on est 3 conseillères techniques, une directrice et aussi une adjointe médico-sociale. Et donc, c'est les conseillères techniques plutôt qui vont sur le terrain pour faire les observations. Alors, des observations qui sont des immersions, on va regarder l'environnement de la personne et pas seulement la personne pour vraiment avoir une vision assez globale. On propose aussi des évaluations. Donc, on a pu être formés, nous, sur des évaluations standardisées, mais on propose aussi des outils d'évaluation plus accessibles pour les professionnels. À partir de là, donc ces observations et les évaluations, on établit un profil des besoins. Et c'est à partir de ce profil des besoins qu'on va élaborer, en fait, sur la base de réunions hebdomadaires, des objectifs d'intervention et donc des micro-objectifs semaine par semaine pour essayer donc de répondre aux besoins qui ont été identifiés. Ces besoins, bien sûr, ils peuvent être repris aussi et adjoints à des moyens lors des projets d'accompagnement au sein des établissements, ce qui permet aussi d'assurer donc une continuité à la suite de notre intervention. Et puis, on essaye de travailler aussi en coordination avec les autres lieux de vie. Donc là, dans le cas de monsieur, ça a été avec sa famille, mais aussi avec les équipes des foyers d'hébergement. Puis, on propose des sensibilisations auprès des professionnels pour aussi apporter un petit peu du contenu théorique. Et enfin, vous le verrez, on abordera la question aussi du parcours diagnostic. Mais je vais donc passer aux slides suivantes pour entrer un petit peu plus dans les différentes étapes donc, de ce processus. Donc, tout d'abord, on va aller observer la personne dans son environnement. Donc, pour Monsieur A à l'ESAT, c'était d'aller pouvoir observer son poste de travail, observer également les temps des repas, observer aussi un petit peu à la marge les temps de transport, puisqu'il y avait des choses qui pouvaient se déclencher aussi au moment des transports. Et puis, pouvoir aussi parler avec les professionnels référents sur l'établissement, des professionnels aussi qui sont là depuis longtemps au sein des établissements, parce que c'est souvent aussi des mines d'or pour avoir beaucoup d'informations sur la personne.
Et puis, on a pu organiser des rencontres avec le foyer d'hébergement et la famille. Et c'est vrai que d'avoir un peu ce regard nouveau sur des temps d'immersion, ça a permis de faire des observations qui ont apporté des nouveaux éléments aussi aux équipes de l'ESAT, tout comme nous, on s'est nourri des apports qu'ils pouvaient nous faire. C'est comme par exemple, en fait, quand Alice, du coup, elle a observé en atelier Monsieur A, comment il se comportait en atelier, elle a remarqué, en fait, que quand, par exemple, c'était le moment de pause, donc la monitrice, elle disait à Monsieur A, voilà, là, c'est le moment de pause, tu peux aller aux toilettes. Bah, du coup, il y allait. Mais en fait, elle a remarqué que il fallait qu'elle initie à faire une action pour qu'il y aille, parce que sans qu'elle ait initié, en fait, Monsieur A, par exemple, aller manger, bah, il allait pas le faire. En fait, il avait besoin qu'on lui dise quoi faire pour bah, du coup faire l'action. Et c'est vrai que ça, en fait, on l'avait pas vraiment remarqué. Puis même quand Alice, du coup, elle a observé Monsieur A, elle a pu voir aussi que ses collègues, ils aidaient beaucoup Monsieur A à faire chaque action, qu'il n'arrivait pas à le faire de lui-même, en fait. Qu'on devait lui dire quoi faire pour qu'il fasse ce qu'il fallait faire dans la journée, du coup. Donc, on a pu observer en fait que l'ESAT était vraiment une ressource facilitatrice pour ce monsieur, puisqu'il trouvait aussi bien auprès des professionnels qu'auprès des autres travailleurs en fait de l'aide pour pouvoir justement lui indiquer à chaque étape finalement de la journée. Donc, c'était même pour aller au vestiaire, pour pouvoir aller en salle de restauration, pour aller à l'activité aussi sportive. Donc, quelqu'un qui finalement venait lui signifier que c'était ce moment-là. Donc, nous, on a trouvé ça intéressant parce qu'on s'est dit, tiens, il a une ressource humaine autour de lui, mais en même temps, ça le rend aussi dépendant des aléas. Donc, par exemple, si sa monitrice est absente. Donc, à la fois, on a voulu souligner la richesse de l'accompagnement qui était fait, et puis en même temps aussi pouvoir anticiper d'éventuels changements. Lors des évaluations, donc nous, on vient avec nos mallettes d'évaluation, plus ou moins grosses, des fois très, très lourdes. Et donc, on propose plusieurs évaluations. Alors, ça peut être évaluation sensorielle, évaluation fonctionnelle, évaluation de la communication. On essaye de s'adapter finalement à chaque situation. Et ça nous permet, non pas alors là d'avoir un score, parce qu'on est, nous, à notre étape, pas forcément dans un processus diagnostique, mais ça nous permet de voir en fait quelles sont les possibilités d'aide pour la personne, aussi des idées d'aménagement de son environnement. Je pense par exemple pour les évaluations sensorielles. Et puis, ça nous permet aussi de voir et de faire voir en fait aux professionnels des établissements la personne dans un autre contexte. Donc, des fois, ça nous permet de voir que la personne a beaucoup plus de capacités que ce qu'on peut penser. Parfois, ça nous montre aussi tout ce qu'on pallie en fait dans le quotidien pour la personne. Et puis, parfois, les équipes, elles ont aussi des bonnes idées de comment elles peuvent réinvestir donc les outils au sein de leurs pratiques et au sein de leurs établissements. Donc, du coup, par exemple, on a mis en place la grille de la douleur GDI. Donc, du coup, bah, c'est une ligne de base de douleur réalisée pour pouvoir comparer lors des changements de comportement afin de questionner la présence de douleur ou pas. Donc, par exemple, si Monsieur A, on voit qu'il commence à ne pas être bien, bah, du coup, on va l'évaluer grâce à cette grille de douleur. Et donc, du coup, bah, cet outil, il est très intéressant aussi, justement pour aussi les autres personnes que l'on accompagne au sein de l'ESAT. Donc voilà. Et aussi lors des projets personnalisés pour bah, du coup les personnes, Monsieur A, du coup, on va pouvoir réactualiser sa grille de la douleur. Voilà, et c'est vrai que je repense à la question qui avait été posée tout à l'heure sur le caractère, que parfois on a l'impression qu'il y a quelques personnes qui sont suivies. Nous aussi, on est interpellés finalement sur quelques situations, mais on se rend compte en fait au fur et à mesure de nos interventions que parfois ça peut un peu aussi infuser quelque part dans les pratiques. Et là, typiquement, le fait qu'on agit... Alors, dans la situation de monsieur, finalement, la question de la douleur, elle n'a pas été repérée comme participant au comportement problème. Mais contrairement à d'autres situations où on a supposé qu'il y avait déjà des douleurs, là, ça nous a permis de faire une ligne de base de la douleur pour se dire, maintenant, à chaque fois qu'il y aura un comportement, on pourra venir interroger la douleur parce que aussi, on a pu évaluer quel était son comportement de base quand il n'y a pas de douleur. Et c'est vrai que ça donne des idées de se dire, pour tous les travailleurs, finalement, ça pourrait être intéressant de savoir quel est leur comportement de base pour après, s'il y a des comportements problèmes, pouvoir venir interroger donc, la présence de douleur. Donc là, je vous présentais les évaluations qui étaient plus formelles. Des fois, on fait aussi des évaluations informelles. Donc, on crée des petits outils. Ça permet en fait aussi aux établissements d'avoir quelque part, encore une fois, une ligne de base. Et ça leur permet aussi peut-être de conforter leur pratique en se disant,
voilà, on peut regarder une compétence à un moment donné, puis refaire passer un exercice ensuite pour voir si ça a évolué. Le fait de créer les outils, bah, ça permet d'avoir du matériel qui est peu coûteux, contrairement à d'autres évaluations. Donc du coup, par exemple, lors d'une évaluation informelle de la communication, du coup, la collègue de Alice, donc elle a fait passer cette évaluation-là à Monsieur A. Et donc du coup, elle était en face de lui et elle lui a juste demandé sans autre indication d'allumer la lumière. Sauf que Monsieur A, il n'a pas compris, du coup, il a pas fait. Et quand elle lui a montré du doigt allumer la lumière en montrant l'extincteur, enfin en montrant l'interrupteur, excusez-moi, c'est là que bah du coup Monsieur A il a allumé la lumière. Donc du coup cela nous fait réfléchir en fait sur la compréhension des personnes que l'on accompagne. Donc dans l'accompagnement au quotidien, on a l'impression que bah, la personne elle comprend plutôt bien, alors qu'en fait ce sont les indices gestuels et autres qui permettent à Monsieur A du coup de comprendre, de mieux comprendre. Et ça, c'est vraiment un bel exemple parce que nous, dans presque toutes les situations sur lesquelles on intervient, on nous dit toujours, mais il comprend très bien. Et nous, quand on arrive et qu'on essaye voilà, d'être en communication ou qu'on fait nos évaluations, parfois on se dit, mais en fait, il comprend pas. Et c'est vraiment intéressant. Et ni l'un ni l'autre, en fait, n'est faux. C'est qu'effectivement, il y a de l'adaptation. C'est quand on travaille ensemble, on finit par se comprendre. Mais c'est mutuel. En fait, c'est pas la personne qui comprend les professionnels, c'est les professionnels aussi qui se font comprendre de la personne. Et donc ça, c'est vrai que le fait de l'illustrer par une situation d'évaluation qui est différente du quotidien, ça permet aussi aux professionnels de se rendre compte que bah, ils sont dans des ajustements et que parfois, il faut juste les expliciter aussi pour que ça puisse perdurer et pour que ça puisse se maintenir au cours du parcours de la personne. Alors, pour la suite, on essaie de définir un profil de besoin spécifique, alors qui est présenté de façon qui peuvent être un petit peu différentes. Mais globalement, c'est à la suite des observations et évaluations qu'on vous a présentées. On essaye de déterminer, alors un peu par domaine, ça peut être la santé, la psychomotricité, la psychologie ou encore tout ce qui concerne l'autodétermination, la motivation, les intérêts, le profil de la personne. On présente ce profil en réunion pour que l'ensemble des professionnels de l'établissement aient les informations. Mais c'est vrai que parfois, ce qu'on propose, c'est aussi des hypothèses, en fait. Et une fois qu'on a identifié des besoins, on va essayer de mettre en place, donc à partir d'hypothèses aussi, d'éléments sur lesquels on pourrait intervenir. Par la suite, des groupes de travail, enfin du travail de terrain, en fait, où on va venir tester aussi ces hypothèses par la mise en place d'actions. Et c'est le terrain qui va venir vérifier ces hypothèses. Donc, du coup, lors d'une évaluation sensorielle passée du coup par Alice, on a remarqué en fait que Monsieur A, il avait un besoin proprioceptif. Donc en fait, il avait besoin de serrer quelque chose en fait pour être rassuré. Par exemple, serrer la main, on savait que serrer la main, ça le rassurait. Donc du coup, il fallait qu'on trouve voilà quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Et pour essayer de justement définir comment répondre aux besoins, on a des réunions hebdomadaires, donc avec des référents identifiés à la fois au sein de l'équipe mobile, mais aussi au sein de l'établissement. Donc, on se réunit et on a à partir d'un objectif global. Donc là, pour Monsieur A, l'objectif global, c'était bien de répondre en fait au moment de ce qui était considéré comme des crises comportementales. On va avoir des micro-objectifs. Donc là, un des micro-objectifs, c'était de déterminer un outil qui pouvait répondre aux besoins donc proprioceptifs, aux besoins de serrer des choses. Donc, du coup, on a mis en place un anneau de musculation, donc un anneau de préhension en fait, qui garde tout le temps avec lui. Donc c'est un anneau en plastique, du coup c'est voilà. Et en fait, il le garde avec lui toute la journée. Donc quand il vient travailler, il a tout le temps avec lui et en fait, il le malaxe toute la journée. Quand il travaille, il met son objet à côté de lui. Du coup, il se met à travailler et dès qu'il est en pause, du coup, il va reprendre son objet. Voilà. Et quand il rentre au foyer, il a toujours cet objet-là aussi. Et il est arrivé un jour où en fait, il avait perdu cet anneau-là. Donc du coup, il a fait une crise parce que du coup, il avait plus cet anneau-là pour le rassurer. Donc du coup, pour compenser cet anneau qu'on n'avait plus,
sa monitrice, elle a eu l'idée de faire une boule de papier avec du scotch et en fait, du coup, ça a permis de le rassurer et du coup, il a gardé cette boule en papier et donc on s'est mis en lien avec le foyer, et sa mère pour qu'on puisse à chaque fois avoir un stock de cet anneau de musculation-là. Comme ça, il a tout le temps partout au cas où s'il le perd, il en a toujours un sous la main. Et c'est vrai qu'on trouvait que l'exemple, il était, intéressant parce que aussi en fait, moi ça m'a permis de comprendre que l'équipe avait compris la fonction finalement de cet anneau et l'avait pas juste pris comme un objet un peu, fétiche et de se dire: «Bah, en fait, ce dont il a besoin, certes, il l'a repéré grâce à cet anneau, mais ce dont il a besoin, c'est de pouvoir aussi serrer quelque chose» et donc ils ont pu mettre quelque chose à la place au moment où ils ont, perdu l'anneau. Donc depuis, on a quand même fait des stocks d'anneaux, donc il y en a, à la maison, il y en a aussi au foyer d'hébergement. C'est quand même plus pratique de pouvoir, lui donner le bon anneau. Alors en plus, dans les lots d'anneaux qu'on avait achetés, il y avait plusieurs forces en fait pour pouvoir, serrer et donc il y en a un qu'il aime, plus particulièrement que les autres. Mais en palliatif, en tout cas, les autres, peuvent fonctionner, aussi. On essaie aussi donc, comme je vous disais tout à l'heure, de faire le lien avec, les différents, lieux de vie. Donc là, on a pu avoir des réunions aussi avec le foyer d'hébergement. Alors, au cours de certaines évaluations, d'ailleurs, par exemple, pour faire, le profil donc, de la Vineland, donc sur le comportement adaptatif, de monsieur, ça nous permet aussi de faire du lien pour uniformiser, les pratiques. Donc là, par exemple, c'est vrai qu'on s'est dit: «Bon, certes, on a répondu à son besoin en mettant en place un anneau de préhension, mais le jour où il le perd quelque part, il y a quand même eu une crise. Donc il y a quand même eu une difficulté parce que lui, sa difficulté principale, ça va être la communication, donc le fait aussi de ne pas pouvoir demander quand quelque chose lui manque. Donc on a mis cet outil en place, mais il faut aussi qu'on travaille sur la demande et donc la communication et donc mettre en place aussi un tableau, de communication assez, simple sur les principales raisons pour lesquelles, une crise comportementale pour se déclencher aussi, pour qu'ils puissent facilement quand même demander, certaines choses et ça, c'est un outil qui peut être partagé aussi avec, les autres lieux de vie et donc il y a eu l'idée aussi lors d'une, réunion d'avoir un espace, numérique partagé pour que les ATS et le foyer d'hébergement puissent, partager comme ça des outils, notamment des outils, visuels. Avec la mère de monsieur, on a aussi pu, échanger lors des évaluations et puis, ça nous a permis aussi donc de croiser certaines informations et donc d'élucider, un mystère qui concourait à l'apparition d'un type bien particulier de comportement problème que, du coup, ma collègue va vous raconter. Du coup, nous, à l'ESAT, sur le dossier de monsieur, on avait noté que, monsieur, il avait un régime, en fait, végétarien. Donc du coup, quand, on arrivait à la cantine, par exemple, il y a eu une journée où, il y avait des saucisses, du coup, monsieur A, il ne pouvait pas en manger puisqu'il était végétarien. Sauf qu'en fait, ça a provoqué une crise de sa part parce qu'en fait, il voulait en manger quand même. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les saucisses de sa main, en fait, et il a voulu les manger. Donc on l'a laissé manger, ces saucisses, mais du coup, le jour de la réunion avec le foyer d'hébergement, on leur en a parlé, en fait. Et en fait, le foyer, ils avaient une autre information que lui, en fait, il pouvait manger, du coup, les saucisses. Enfin, voilà, il n'avait pas de régime, en fait, tout simplement. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Et donc, du coup, en fait, ça a montré, en fait, ça a permis de mettre en lumière le fait que c'était le manque de cohérence, du coup, entre les lieux de vie qui pouvait provoquer aussi l'anxiété de Monsieur A et les crises, parce que du coup, depuis, comme on sait qu'il a un régime, totalement normal en fait, parce sa mère, elle nous l'a bien confirmé que, il pouvait manger de tout. Du coup, ces crises-là, elles ont diminué, parce que, du coup, il en fait plus du tout, à la cantine. Voilà, alors ça nous avait aussi, avant qu'on ait la solution du fait que non, il n'était pas végétarien, ça nous avait quand même posé question aussi de se dire, alors c'est vrai que parfois on a des demandes de parents aussi sur des régimes particuliers qui correspondent aussi à des religions, à des cultures, à des traditions familiales. Et c'est vrai que dans des perspectives aussi d'autodétermination, quand la personne souhaite manger de la viande, c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question d'un point de vue éthique sur est-ce qu'on peut pas aussi laisser la personne choisir de son régime? Mais en tout cas, là, dans cette situation-là, effectivement, maintenant, monsieur peut manger sereinement tout ce dont il a envie.
Alors, l'équipe mobile aussi MASBS, en fonction des besoins, peut proposer aux établissements des sensibilisations et notamment une action qui est de sensibilisation sur la prévention et intervention auprès des comportements problèmes. Donc, c'est une intervention qui peut durer une demi-journée ou une journée selon les besoins et les disponibilités des établissements, qui a été créée à partir des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS. Et l'idée, en fait, c'est comme quand on retravaille la sensibilisation, eh bien, on connaît déjà la situation. On fait vraiment une sensibilisation, mais avec une proposition d'outils qui correspond à la situation de la personne pour laquelle on a été interpellé. Et pour terminer donc sur les actions qu'on peut proposer, là c'était un petit peu un objectif complémentaire finalement par rapport à notre action. Donc la question du parcours diagnostic. Ça c'est une attente qui nous avait été formulée par la mère de monsieur. C'est vrai qu'en discutant avec elle, on s'est rendu compte que pour elle, la question du TSA, elle demeurait floue parce que son fils était accompagné et perçu par les établissements comme ayant un trouble du spectre de l'autisme, mais elle n'avait pas eu d'informations suffisantes sur ce qu'était un trouble du spectre de l'autisme, sur ce qu'était même un trouble du neurodéveloppement, parce que quand je lui ai proposé d'explorer la question, elle m'a demandé si cette possibilité allait permettre de guérir son fils, si ça allait lui permettre d'avoir une meilleure communication. Donc nous, on a eu un travail aussi auprès de la maman pour lui expliquer en fait quel était le bénéfice d'un diagnostic et qu'est-ce qu'était aussi un trouble du neurodéveloppement. Donc, on a fait une demande d'évaluation au CNA, à la Pitié-Salpêtrière. Donc, le CNA, c'est le Centre de neurodéveloppement adulte. Et comme on avait déjà pu faire des évaluations, ça nous a permis de nous mettre en communication avec eux et d'accélérer quelque part un petit peu le processus. Nous, on les a interpellés en avril et en juin, monsieur a pu être reçu donc, en hôpital de jour sur une journée avec sa mère pour des bilans complémentaires. Et donc, à la suite de cette journée, après, ils se sont réunis en réunion d'équipe et donc on a pu avoir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme avec un TDI, donc trouble du développement intellectuel de sévérité moyenne et absence de langage fonctionnel nécessitant une aide importante. Ce diagnostic clair, cette fois-ci, il nous a permis aussi de solliciter une mise à jour du dossier MDPH. Et donc, l'équipe de la Salpêtrière a aussi proposé à madame une consultation en génétique pour poursuivre quelque part cette investigation et répondre à son interrogation qui était de connaître la cause aussi du trouble de son enfant. Donc, on en arrive à notre bilan. Donc, pour monsieur A. Donc du coup, monsieur A, il fait beaucoup moins de crises par rapport à quand on avait sollicité les MASBS. Ça n'a rien à voir en fait. Il fait plus que 2 voire 3 crises. Enfin voilà, très rare. Ensuite, du coup, il y a des nouveaux droits aussi grâce au diagnostic qui lui ont été ouverts, comme par exemple le droit à une PCH, donc prestation compensatoire du handicap. Qui pouvait par exemple, s'il y a des séances d'orthophonie qui sont payantes, du coup la PCH peut intervenir là-dessus. Aussi, donc en fait, suite à ces crises, on a dû le mettre en atelier de transition, qui est un atelier vraiment plus calme, avec plus de relaxation, avec un temps d'exécution, voilà, un peu plus lent. Et du coup, depuis l'intervention de l'EMA-SBS, on l'a fait retourner à son atelier de référence, qui est l'atelier de conditionnement. Et puis du coup là, progressivement, il y retourne, donc il y va 2 fois par semaine, et ça se passe super bien. Il fait pas du tout de crise, donc voilà. Et c'est vrai que pour monsieur, du coup, il n'y a plus de risque de rupture aujourd'hui. Au contraire, on est plutôt sur un accompagnement qui cherche aussi à s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur, parce qu'il y a aussi des attentes de la famille qui ont été formulées par rapport au fait de pouvoir participer à des activités à l'extérieur de l'ESAT et du foyer d'hébergement. Donc là, on cherche aussi maintenant des solutions d'accompagnement à l'extérieur des établissements. Et donc du coup, pour les professionnels de l'ESAT, le bilan, c'est que du coup, il y a une meilleure compréhension du profil, qu'il y a une meilleure compréhension aussi des signes annonciateurs de crise. Grâce à la procédure de crise mise en place par Alice, on a pu voir comment agir quand la personne, donc elle est stable, quand il commence à être en pré-crise, comment il est et quelle action mettre en place, quand il est en crise et après crise aussi,
comment il est physiquement et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc en fait, on a un tableau qui est communiqué du coup à tous mes collègues. Comme ça, bah voilà, on a toutes les étapes et qu'est-ce qu'il faut mettre en place face à ces crises du coup. Et puis l'idée là, c'était de formaliser, puisque finalement, il y avait déjà des solutions au sein des professionnels de l'ESAT. Mais là, l'idée, c'était de les partager ensemble et de les formaliser pour finalement la réponse elle soit cohérente de la part de l'ensemble des acteurs, en fait, enfin, des professionnels de l'ESAT, pour pas que la réponse elle soit dépendante d'une personne, mais que ce soit bien une réponse de l'établissement, ce qui permet à la personne d'être plus sécure parce que voilà, elle peut plus anticiper quelle va être la réponse de son environnement aussi. Bonjour. Et alors, pardon, pour finir, je veux juste diffuser, ça dure 2 minutes. Bien sûr. C'est le témoignage de notre collègue Manon, qui est donc monitrice à l'atelier de transition, qui peut pas être parmi nous aujourd'hui pour une raison très positive et heureuse. Mais qui a tenu aussi à faire un petit témoignage sur l'année pendant laquelle on a travaillé ensemble. Alors, je vais revenir là. Du coup, je m'appelle Manon, je suis monitrice d'un atelier dit de transition qui a accueilli en fait Monsieur A suite à une succession de crises pour lui permettre d'avoir un environnement plus calme et plus adapté, le temps effectivement de pouvoir mettre en place des outils nécessaires pour répondre aux besoins de Monsieur grâce à l'appel d'espoir. Donc, après plusieurs observations et plusieurs tests sur une manière de fonctionner qui pourrait convenir à Monsieur A, aujourd'hui, nous sommes en capacité de déceler quand Monsieur A est au bord d'une situation de crise, grâce à plusieurs petits signaux qui vous ont été présentés précédemment. Et donc aujourd'hui, les professionnels de l'ESAT sont beaucoup plus formés et en capacité en fait d'intervenir pour répondre aux besoins de Monsieur A de manière urgente avant que la crise ne devienne trop intense pour Monsieur. Donc aujourd'hui, ça nous permet de travailler avec Monsieur A de manière beaucoup plus sereine. Il est aussi beaucoup plus accepté par ses collègues qui du coup ont compris un petit peu les besoins de Monsieur A. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines, voire mois, que Monsieur du coup n'a pas refait de crise, ce qui montre que du coup aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à répondre à ses besoins. Donc c'est un soulagement aussi bien professionnel pour nous que pour lui. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un premier dessin pour illustrer le fait de travailler dans le monde du spectre autistique en milieu ouvert, quoi, en équipe mobile. Voilà, un petit dessin, comment dire, d'avenir. Comment passer du Samsa au Samsoul. Qu'est-ce que j'ai dans la série Brigade anti-jeu de mots? Oui, il était question de diagnostic et donc de double diagnostic. Alors j'ai fait ça. Voilà. Bon, j'ai deux derniers dessins. Alors, il y en a un, comment dire, François Parmentier qui est dans la salle l'a déjà vu. Mais voilà, je voulais lui faire un petit dessin pour lui faire un petit clin d'œil parce que je pense pas trahir un secret en disant qu'il partait à la retraite très bientôt. Et vous savez, son goût, sa conviction pour l'autodétermination. Donc, j'ai fait un petit dessin. Voilà, et puis ouais, je vais venir vous dire au revoir, mais je vous mets un petit dessin. Alors, c'est pas un dessin que j'ai fait là tout de suite, c'est un dessin que j'ai fait pour le journal, pour les ASH, le prochain numéro, qui va sortir bientôt, qui n'a pas forcément à voir avec le sujet, mais ça me donne l'occasion de vous parler un petit peu du journal, pour vous dire qu'on est une petite bande de gens optimistes, qui avons racheté le journal sur nos fonds propres.
et donc ce qui nous permet d'être libre de tout milliardaire d'extrême droite, suivez mon regard. Et donc voilà, la presse libre, autonome, professionnelle et qui essaie de défendre le travail social, ça nous tient à cœur. Donc voilà, un petit message pour vous dire, si vous pouvez aller harceler votre chef de service pour qu'il s'abonne, c'est une bonne idée. Et puis voilà, un dernier petit dessin, puis je viens vous faire un coucou. Merci, bravo, bravo. Bon voilà, merci beaucoup. Merci à la coordination 95, merci à François, merci à tout le monde. Ouais, j'insiste sur un truc, c'est que je le dis souvent quand je suis en colloque, c'est que me laisser comme ça, sans censure, en direct, dessiner mes conneries. Bon, déjà, ça veut dire que vous avez tous beaucoup d'humour pour comprendre que j'essaie de rire avec vous et pas de vous, puisque j'ai l'impression qu'on fait tous partie du même bateau, parce que voilà, travailleurs sociaux. Comment dire, je serai toujours travailleur social, même si j'exerce plus. Et puis, ouais, voilà, vous dire merci pour ce humour. C'est pas rien de laisser un dessinateur faire ses conneries en direct par les temps qui courent. C'est même un acte de résistance parce que tout le monde flippe quand même pas mal du bad buzz. Donc voilà, vous remercier. J'ai pris beaucoup de plaisir à être parmi vous, même si j'étais caché là derrière. Et puis voilà, à bientôt, j'espère. Merci à toi, Pavo. Merci beaucoup. Merci Pavo, c'est vraiment génial. Je pense qu'il faut être hyper bon en impro pour faire tout ça, c'est extraordinaire. Je suis sûr que tu pourrais te faire recruter par une chaîne télé, un grand média qui appartiendrait à CNews, un milliardaire d'extrême droite. Je vais y réfléchir. Ça t'intéresse pas, non Canal, par exemple. Je vais y réfléchir, je vais y réfléchir.